Conakry a été désignée par l'UNESCO capitale mondiale du livre 2017, une reconnaissance qui rejaillit sur tout le continent, car c'est la première fois qu'une capitale africaine est choisie. Les festivités vont démarrer le 23 avril et elles s'étaleront jusqu'au 22 avril 2018. Raymond Leydeux Vernimène, bonjour. Bonjour. Dans un livre que vous venez de publier chez L'Harmattan, vous racontez l'histoire de cette capitale qui est méconnue et qui a connu plusieurs influences. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai été fasciné par l'histoire de Conakry et je me suis dit que l'occasion de cette nomination par l'UNESCO de capitale mondiale du livre valait bien l'opportunité d'écrire un livre pour la raconter. C'est un livre qui est destiné avant tout à un lectorat guinéen, bien entendu, pour leur permettre à eux-mêmes de retrouver se réapproprier leur histoire, l'histoire de la naissance de leur ville. Et puis c'est un livre qui, je pense, tombe à propos parce que cet événement capitale mondiale du livre va avoir des retombées internationales importantes pour tous les gens, en tout cas, qui s'intéressent à la culture, à la littérature, à la lecture, à l'écriture. Et c'est aussi une occasion de permettre à tout le monde de découvrir l'histoire fascinante de cette ville. Alors, une influence portugaise, britannique, allemande, puis enfin française, puisque c'était la Guinée française. Oui. Et tout commence en 1460 avec l'arrivée de ce navigateur portugais, Pedro da Sintra. Exactement. Je vais vous le raconter, si vous voulez, tel que ça a été vu d'Afrique. Imaginez en 1460 une jeune femme, Soussou, qui ramasse des crabes dans la mangrove, et tout d'un coup, elle voit surgir devant elle le diable. Un géant albinos, barbu, chevelu, le corps recouvert d'une sorte de carapace qui l'enveloppe comme une seconde peau, et qui s'adresse à elle et qui lui pose des questions terrorisantes dans une langue inconnue, la langue du diable, évidemment. Elle est paniquée et elle lui répond « Nadjine, Nadjine », ce qui, en langue soussou, veut dire « je suis une femme, je suis une femme », ce qui, en réalité, veut dire je suis une femme. Adressez-vous plutôt à mon mari. Voilà, comme vous le savez, les femmes n'ont pas le droit de parler aux étrangers. Adressez-vous à mon mari. Épargnez-moi. Et le géant albinos, qui n'est pas une créature du diable, mais comme vous le disiez, Pedro da Sintra, un navigateur, explorateur portugais, comprend que cette réponse Nadjine, Nadjine est une réponse à la question qu'il vient de lui poser, non pas en langue du diable, mais en langue portugaise, qui est tout simplement Onde estou, où suis-je? Nadjine, en Guinée. Et c'est comme ça que la Guinée entre dans le concert mondial des nations par la grande porte, parce qu'à cette époque, le Portugal est la première puissance maritime mondiale. Et peu de temps après, le roi Jean II, l'homme le plus puissant du monde, ajoute à son blason de roi du Portugal le titre de Senhor da Guiné, seigneur de Guinée. Voilà. Alors de cette influence portugaise, il reste des noms, hein, oui. Les noms des cours d'eau. Bien sûr. Hein, qui sont encore d'actualité. Hein, absolument. Il y a le Rio Compagnie, le Rio Nueves et le Rio Pongo. Le Rio Pongo et la Melacoré, la Forêt-Caria, etc. sont également des noms qui ont été donnés à l'époque par Pedro da Sintra, cartographiés, et qui sont restés. La présence allemande correspond à celle de l'implantation d'un point de traite. C'est de là que tout commence, tout part. C'est de là que tout part. L'Allemagne ne s'est jamais réellement implantée. En réalité, l'Allemagne a montré assez peu d'intérêt pour l'Afrique. Il y avait le Togoland et puis le Cameroun avec un K. Avec le Cameroun avec un K. Le chancelier d'Allemagne de l'époque, qui était un homme, Bismarck, célèbre, avait un objectif principal qui était la conquête de l'Europe. Il a conquis l'Europe. Une fois qu'il a conquis l'Europe, il a décidé de créer le Reich, c'est de là que c'est venu, et le roi de Prusse a été couronné empereur d'Allemagne dans la Galerie des Glaces au château de Versailles. L'Afrique l'intéressait peu. Néanmoins, des commerçants allemands avaient commencé à s'implanter sur la côte, comme d'autres Européens, et l'un d'entre eux, qui s'appelait Friedrich Köln, de son nom allemand, qu'il avait francisé à dessein, qu'il avait francisé à dessein, a voulu bénéficier de la puissance de l'Empire allemand et de Bismarck pour essayer de s'accaparer un maximum d'avantages sur cette portion de la côte. Et il a demandé à Bismarck d'envoyer des émissaires et de créer une forme de protectorat allemand dans le coin. Ça n'a pas marché, enfin il y a toute une aventure que ce livre raconte, ça n'a pas marché, mais il s'en est fallu de peu. Et Bismarck, se rendant compte que des influences européennes antérieures à celles de l'Allemagne étaient présentes sur place, a décidé de lever l'ancre.
Il est descendu vers le sud, le Togo, qui est devenu le Togoland, le Cameroun, qui est devenu le Cameroun, et il est allé plus loin encore jusqu'au Luderitzland, dans l'actuelle Namibie, la ville de Luderitz, puisqu'il y avait là un commerçant allemand qui s'appelait Luderitz. Et ça a été les 3 implantations allemandes sur le continent africain, sur la côte ouest africaine. Après, il y a la Namibie, plus tard. Le Luderitzland, c'est en Namibie. C'est dans la Namibie actuelle. Voilà. Et puis ça s'est relativement peu développé, disons les choses simplement, et ça s'est arrêté avec la guerre de 14, puisque l'Allemagne a été dépossédée de ses possessions sur le continent. Ces territoires sous tutelle. À ce moment-là. Et puis en 1876, il y a l'implantation d'un comptoir qui perdure encore. Absolument. C'est le comptoir français d'Afrique de l'Ouest, plus connu sous l'acronyme CFAO. CFAO, oui. Et avec un monsieur, le premier habitant de Conakry, qu'on appelle Conan Nakini. Nakiri, oui. Nakiri. C'est de là que vient le nom de Conakry, en fait. L'histoire, là encore, est drôle. C'est des histoires d'hommes. Un jeune commerçant français âgé de 20 ans qui s'appelait Joseph Gaillard était implanté à Dubreka, donc pas loin de Conakry, enfin de l'actuelle Conakry, dans un endroit assez enclavé à l'embouchure d'un fleuve envahi par la vase et pas du tout propice à l'arrivée et au départ des bateaux qui venaient d'Europe. Et ce jeune commerçant français cherchait un endroit plus propice à la possibilité de créer un comptoir, de créer un port et de vraiment s'ouvrir sur l'Atlantique. Et puis il a redécouvert par hasard la presqu'île de Kaloum, l'île de Tumbo, et il a été le premier à s'implanter sur place. L'île, à l'époque, était déserte, et quand il y est arrivé et qu'il a demandé « est-ce que quelqu'un habite là ?», on lui a dit non, personne. C'était une forêt sacrée d'ailleurs, sauf un homme qui habite sur l'autre rive, Nakiri en langue baga, et qui s'appelle Conan. Conan sur l'autre rive, Conan Nakiri. Et c'est ce qui a donné le nom à Conakry. Alors, à quel moment Conakry perd-il son K pour devenir un C? C'est un peu flou pour répondre à votre question. Elle a été baptisée avec un K à peu près jusqu'à la guerre de 14. Alors certains utilisaient déjà le C, mais après la guerre de 14, on est passé au C. Avant, c'était un K. Un bon exemple qui l'illustre, c'est le chemin de fer qui a été tracé donc de Conakry jusqu'à Kouroussa, jusqu'au Niger. Jusqu'au Niger. Voilà, qui est arrivé à Kouroussa en 1910. Et ce chemin de fer s'appelait le CFKN, le chemin de fer Conakry avec un K Niger. Vous voyez, donc à l'époque, on utilisait toujours le K. Et puis arrive Noël Ballet, ce jeune médecin français, premier gouverneur du pays, et qui est en fait le premier à donner à la ville sa structure d'urbanisme. Exactement. C'était un homme de son époque et un homme admirable à bien des égards. Il était parti pour l'aventure, il était parti pour l'Afrique tout jeune médecin, pour accompagner Brazza, qui à l'époque... Aller jusqu'au Congo, au Saint-Laurent de Brazza. Brazza avait 24 ans, Ballet avait 20 ans, et Brazza voulait trouver les sources du Congo. Il était en compétition contre Stanley, vous connaissez l'histoire. Et Noël Ballet, jeune médecin, est parti accompagner Brazza. Ils ont eu plusieurs missions, beaucoup d'aventures, etc. Et puis, progressant dans sa carrière, il a été nommé gouverneur de la Guinée française, qui changeait de nom à cette époque, les Rivières du Sud, devenant Guinée française. Et là, il a pris une autre dimension, qui était celle d'un homme d'État, d'un médecin, et d'un homme qui a voulu, à partir de ce point, à Conan Nakiri, créer une ville qui soit une ville modèle. Et il a dessiné, c'était un urbaniste, il a dessiné une ville en s'inspirant, par exemple, et c'est amusant, du vent. C'est pour ça qu'elle est baptisée Fille du Vent. Voilà, Fille du Vent et de l'Atlantique, donc ville au bord de l'Atlantique, ouverte sur toutes les routes maritimes, et dont il a tracé les premiers boulevards dans le sens nord-sud, qui était le sens des vents de la nuit, et les premières avenues dans le sens est-ouest, donc qui les coupait perpendiculairement, et qui était le sens des Élysées de l'après-midi. Et ça n'est pas une fantaisie, c'est parce qu'il était médecin, et qu'il savait que les vents chassaient les miasmes, qu'une presqu'île, c'était plus favorable que la terre ferme pour éviter tout ce qu'on pouvait trouver comme microbes sur place, et que les vents les chassaient. Et c'est pour ça qu'il l'a dessiné comme ça. Alors, Fille du Vent, Fille de l'Atlantique, la ville des mangues également. Oui. Mais on pourrait aussi ajouter une ville capricieuse, parce que dans l'histoire de la Guinée, restera quand même le nom de Sékou Touré à De Gaulle.
en 58. Oui, alors c'est beaucoup, beaucoup plus tard, Oui. et, évidemment, hein, puisque ce dont nous parlons, c'est le tout début du XXe siècle, Oui. c'est le tournant du XIXe au XXe. Le nom de Sékou Touré à De Gaulle, c'est 1958. Mais ce qui va vous amuser, c'est que le premier palais du gouverneur, l'hôtel du gouvernement, c'est devenu la résidence de Sékou voilà, Touré. est devenu la résidence Sékou Touria. Voilà, est devenu la résidence Sékou Touré, donc qui avait été construit par et pour Noël Ballet. Et Sékou Touré était le dernier homme d'État à l'habiter. Et quand il a cessé d'exercer, le palais a été abandonné et ensuite détruit. Alors, depuis le XXe siècle, comme vous le rappelez, la Guinée brille de mille feux. Elle a attiré des Européens, on a vu des Portugais, des Britanniques qui sont restés très peu, des Allemands, des Français. L'hommage de l'UNESCO, c'est aussi toute cette mémoire-là qu'on ravive. Je n'en suis pas certain, pour tout vous dire. L'hommage de l'UNESCO, c'est l'aboutissement d'un processus qui vient de la société civile et qui vient essentiellement d'un homme qui s'appelle Sansi Kaba Diakité, que vous connaissez, qui est un homme admirable, passionné par la lecture, la culture, et qui s'est donné comme objectif de faire de Conakry la capitale africaine du livre, en se disant d'autres ont d'autres socles culturels. Ouagadougou à le cinéma, Dakar à la mode et les arts plastiques, Abidjan à la musique, Bamako à la photographie. Conakry sera la capitale africaine du livre. Et pour ce faire, il a créé le Salon du livre guinéen qui s'appelle les 72 heures du livre. Il en est à sa 9e édition cette année. Et puis, il y a 4-5 ans, il a eu le projet de faire de Conakry la capitale mondiale du livre. Pari réussi. Voilà, c'est-à-dire d'obtenir le label de l'UNESCO, ce qui n'était pas gagné d'avance. Il y avait des grands compétiteurs, comme Los Angeles, par exemple, cette année. Bucarest ou Rabat. Ou Rabat, voilà. Et il a obtenu ce label. Donc, je crois que c'est vraiment à lui qu'on le doit. Et maintenant, évidemment, le monde politique guinéen s'adjoint à cet effort et à cette reconnaissance. Mais pour Sansi Kaba, ça doit aller plus loin. Et ce label de 2017, qui, comme vous l'avez dit, durera jusqu'en 2018, doit conduire la Guinée sur le chemin qui fera d'elle la capitale africaine du livre et qui perdurera aussi longtemps que le pays perdurera. C'est du moins l'objectif de Sansi. Mais surtout que le pays connaît à de grands auteurs. Hein. Le pays a de très grands auteurs. Certains sont... Camara Lai. Hein. Camara Lai, bien sûr. Certains sont en Europe, comme Tierno Monembo. Il y a le grand historien Djibril Tamsir Diagne, qui est toujours sur place. Il y a de très grands auteurs, oui, oui. Il y a beaucoup d'intellectuels de grande qualité en Guinée. Et puis des femmes aussi, Bintou Anne. Exactement. Un grand écrivain guinéen. Exactement. Donc là, ça va être une belle mise en lumière de ces talents littéraires guinéens, bien entendu. Bien entendu. Raymond Léudeux Vernimen, merci. Merci à vous de m'avoir reçu.